merci. Alors, vous allez beaucoup entendre parler de bots, d'assistants, de pilotes IA toute la journée. Nous, on va vous parler d'humain et de management. Donc, je vais commencer par... on va essayer de ne pas se marcher sur les pieds, on n'a pas l'habitude d'être à deux. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Linda Molki, j'ai 44 ans. Je suis ingénieure de formation et aujourd'hui entrepreneur et auteur. Alors j'ai passé plus de 18 ans dans un grand groupe que vous connaissez tous, la SNCF. J'y ai occupé des postes très différents en sécurité ferroviaire, en production voyageurs, en relations clients, en système d'information, ressources humaines et j'en passe. Si je devais dégager un fil rouge de ma carrière, je dirais que c'est le management sous toutes ses formes, management hiérarchique, transversal, management de projet. Et dans cette grande boîte d'ingénieurs, ce qui fait la légitimité managériale, enfin en tout cas sur quoi repose beaucoup la légitimité managériale, c'est la connaissance, l'expertise. Et c'est non seulement une source de reconnaissance, mais c'est aussi une grande fierté. Et quand en 2022-2023 arrivent les IA génératives, on s'aperçoit très vite qu'elles produisent de la connaissance immédiate, presque sans effort. Et on se dit très rapidement qu'elles vont nous battre de plein fouet. D'ailleurs, j'ai assisté à la fin de la conférence d'avant où on se posait la question de la pérennité de certains métiers. C'est vrai que ce sont des questions qui sont très présentes et qui génèrent des peurs. Et un moment m'a marqué. En 2023, j'étais engagée dans un programme de leadership du groupe. Et lors d'une conférence sur l'IA, la conférencière s'adresse à la salle et nous demande qui est pour ou contre l'IA. À l'époque, on posait encore ce genre de questions. Et je dirais que près de 50% de la salle s'est déclarée contre. Et là, deux pensées m'ont traversée. Je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie être contre, finalement, si de toute façon, ça ne change rien, ça ne ralentira pas le rythme des avancées technologiques. Je me suis dit, qu'est-ce que ce rejet dit de nos peurs collectives et quelles conséquences ça aura sur l'entreprise qui, elle, de toute façon, n'aura pas d'autre choix que de s'adapter à son environnement. Et je suis revenue à moi et je me suis dit, dans quelques années, à quoi ressemblera un manager légitime, un manager performant? Et si les bots sauront mieux répondre que moi, s'ils savent mieux processer, piloter mon activité, sur quoi va reposer mon rôle, ma légitimité et ma fierté de manager? Et c'est avec ce doute, ces questions, que je déjeune avec Jean-Christophe, un jour de décembre 2023. On n'est pas très sûr de la date, mais il me semble que c'est décembre 2023. Et je lui partage mes questions, mais peut-être avant, Jean-Christophe, qui es-tu? Merci Linda, bonjour à tous et à toutes. Alors, qui je suis? Eh bien, j'ai eu l'audace, il y a une vingtaine d'années, d'introduire en France une approche qui s'appelle l'appreciative inquiry, ou démarche appréciative, qui est une approche d'intelligence collective dont la vocation est de faire réunir des collectifs et pour qu'ils puissent parler de leur travail quand ça marche, quand ça fonctionne, quand c'est réussi. Ça ne vous a pas échappé que les personnes parlent de leur travail quand il y a une difficulté, un souci, un problème. Et là, en fait, notre idée, c'était de se dire que finalement, il y a plein d'histoires de professionnels qui méritent d'être racontées, d'être partagées. Et cette démarche-là, Linda a été formée, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, le groupe SNCF aussi. Et puis, lors de ce déjeuner, donc Appreciative Inquiry, ça ne vous a pas échappé, c'est AI. Et puis, on s'est dit que finalement, il y avait un effet miroir intéressant, IA. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit ça peut être intéressant d'écrire ou de s'interroger sur le mécanisme d'une approche qui permet à des managers de se centrer sur leurs ressources, leurs forces, leurs facultés d'agir en vue d'une intelligence qui peut peut-être éliminer ou enlever leur capacité de discerner, de réfléchir, voire peut-être d'agir. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'écrire ce livre, en tous les cas humblement, d'aller aussi interroger des managers, des dirigeants,
dans ce bouquin, donc elle DRH du groupe. T'es allé un peu vite quand même, je trouve ça intéressant. IA, intelligence artificielle, AI, Appreciative Inquiry, l'effet miroir. Oui. Et finalement, c'était un peu ce truc-là qui a fait l'origine du bouquin. Ça, c'était au moment du dessert, en fait. C'était au moment du dessert, c'est ça. Et ce qu'on s'est dit, et puis IA, AI, je vous le partage parce que ça n'a pas été retenu par l'éditeur, mais ça a été longtemps quand même le nom du livre, IA, AI, l'effet miroir. Et puis ce qu'on se dit, c'est que finalement, cet effet miroir, plus il y aura d'IA, plus il y aura d'AI. En fait, l'AI, la démarche appréciative, permet à ce que des personnes se parlent entre elles, partagent, communiquent, discutent, produisent un imaginaire, se mettent en scène. Et donc, en fait, quand l'IA s'installe, elle peut permettre, ou en tous les cas déclencher la distance par rapport à mon environnement, mon équipe, et peut-être altérer un peu le côté coopératif. Donc on s'est dit, plus il y aura d'IA, plus on aura peut-être besoin d'AI, c'est-à-dire d'Appreciative Inquiry, pour maintenir le côté coopératif qui fonde quand même une équipe, qui fonde une entreprise sur ces aspects-là. Après, ça, c'était notre idée. Mais on s'est dit, ce serait intéressant quand même de voir si ce doute, si ces questions qu'on se pose sont partagées. Donc on est allé interroger des managers et des dirigeants qui nous ont livré un peu leur questionnement à eux, et voici ce que nous avons entendu. Il y en a un, c'est Guillaume Lefebvre, qui est un des directeurs généraux du Crédit Agricole, qui dirige l'IFCAM, qui est l'université du Crédit Agricole, et qui nous dit, moi, en fait, ce qui m'importe, c'est que on garde le discernement, c'est-à-dire que l'usage de l'IA ne nous empêche pas d'avoir un esprit critique, un esprit de contradiction, pourquoi pas, et que ça n'enlève pas finalement notre qualité de pouvoir prendre des décisions, des initiatives, et de prendre la main pour que les managers que j'ai autour de moi, puisqu'il est dirigeant, puissent maintenir leur capacité de s'exprimer, d'agir, et ne soient pas non plus conduits par une intelligence artificielle. Donc ça, c'était une des premières interviews qu'on a réalisées avec Guillaume Lefebvre. Et j'aime bien ce qu'il a dit. Il a dit attention à l'illusion de savoir, c'est que finalement nos managers, s'ils ont de la connaissance qui arrive en dehors de leur réflexion, ça peut produire une forme d'illusion, l'illusion qui est de je connais, alors qu'en fin de compte, finalement, j'ai plus interrogé une IA pour avoir cette connaissance. Donc ça a été une des premières interviews qui nous a ouvert la porte en se disant, mais tiens, ça vaut le coup quand même d'aller interroger d'autres dirigeants. Et on est allé voir du côté d'Engie. On a rencontré Mohamed Senaji, spécialiste de l'innovation digitale chez Engie, qui nous dit qu'en fait, l'IA n'arrive pas neutre. Elle est chargée d'imaginaire collectif, de peur, du remplacement, de récits de science-fiction, de fantasmes parfois. Et en fait, finalement, ces représentations précèdent la réalité. Et elles peuvent générer des résistances très puissantes. Il nous partage d'ailleurs qu'il a vu des cas de sabotage de projets IA dans certaines entreprises par des collaborateurs simplement par peur de perdre leur valeur. Donc ces résistances-là, si on ne les prend pas en compte, peuvent freiner la co-construction et peuvent freiner l'adoption. En fait, ce qu'il nous dit, en somme, c'est que ignorer la dimension symbolique de l'intégration de l'IA en entreprise, c'est condamner le projet. Autre chose qu'il nous a partagé que j'ai trouvé sympa, c'est que finalement, il pointe le risque de précipitation. Lancer des pilotes IA juste pour cocher des cases sans réfléchir à leur sens. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les entreprises. On a tout un tas de projets IA qui fleurissent partout et finalement qui s'ajoutent au travail au lieu de le transformer. Et ce qui prive en fait de profiter de la pleine puissance de l'outil et ça épuise les collaborateurs. Autre élément qu'il nous a partagé qui était intéressant, il nous met en garde contre une adoption qui effacerait les singularités, qui uniformiserait le langage.
l'IA lisse les différences. Ça, on le voit. Il dit d'ailleurs une expression intéressante. Il dit ça efface, ça gomme la coloration des gens. Et je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous êtes sur LinkedIn, mais les derniers temps, quand je scrolle, tous les posts se ressemblent, même structure, même ton, même narratif. Et là, si on revient au management, le management a un rôle essentiel qui est de préserver la diversité des voix, préserver la singularité des personnes, faire en sorte que l'IA amplifie l'expression humaine plutôt qu'uniformiser les singularités. À qui on a parlé encore ? Eric van de Geest. Oui, Eric, oui. Une voix intéressante. Van de Geest, Monsieur Barral. Eric Van de Geest, c'est le DRH adjoint du groupe SNCF, qui nous rappelle finalement quelque chose d'essentiel, c'est préserver l'humain et prendre soin de l'humain, c'est être efficace. C'est générer de la performance et de la valeur. Les entreprises qui mettent le bien-être de leurs salariés au centre sont plus résilientes, plus innovantes et plus performantes. Et donc pour lui, l'IA n'est pas l'ennemi du management, mais elle l'oblige à finalement clarifier sa mission, qui est, selon lui, et on y croit très fort, de concilier les enjeux économiques, technologiques et humains. Et il nous parle d'AI aussi. Oui, parce que Eric s'est formé à la démarche appréciative, donc il dirigeait à l'époque 3000 personnes. Et ce qu'il dit dans l'interview qu'on a reproduit dans l'ouvrage, c'est que les gains de temps qu'on peut obtenir à partir de l'IA peuvent être utilisés dans les relations, la coopération, là où on fabrique du sens et au contact des autres. Donc c'est ce qu'il nous dit. Après, on verra si ça marche, mais en tous les cas, il est tout à fait conscient que perdre de la relation, perdre du lien, peut précipiter la perte de sens. Donc, il nous a mis en garde là-dessus en disant « Ok, il faut maintenir dans un système managérial des temps collectifs pour que ceux qui sont seuls face à leur écran puissent partager leurs travaux, leurs réalisations et leurs idées pour maintenir cette capacité humaine que nous avons, c'est d'être en lien et que le lien est très fort puisqu'il maintient la confiance en fait. » Voilà ce qu'il nous a dit. Alors, ce que j'ajouterais là-dessus, c'est que libérer du temps pour ce qui compte doit être un choix conscient, pleinement conscient. Parce que sinon, l'IA, en fait, finalement, connaîtra le même paradoxe que le mail. À l'origine, le mail devait nous faire gagner du temps. En réalité, il a accéléré les cadences, il a multiplié les sollicitations, il a fini par nous submerger quand même pour certains. Donc si on veut que l'IA nous évite ce piège-là, il faut qu'on le décide consciemment, faire en sorte que l'IA serve le travail humain et pas l'inverse. Donc là, on a choisi 3 voies, mais évidemment, on en a plusieurs dans le livre. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces 3 voies mises bout à bout, en fait, elles racontent la même histoire dans des contextes différents. C'est-à-dire que l'IA, finalement, tout dépend du rôle qui lui est assigné. Soit elle va fragiliser les collectifs, soit elle va l'augmenter. C'est à nous de choisir, quelque part. Et finalement, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que ces voix ne disent pas des anecdotes, parce qu'effectivement, ils racontent le contexte chez eux, mais elles dessinent un paysage commun. Et ce qu'on a tenté de faire en les écoutant toutes, c'est d'identifier 5 grands enjeux de l'intégration de l'IA en entreprise. Et donc, le premier qu'on a identifié, c'est l'adhésion et la confiance au service de la coopération et de l'innovation. Parce qu'on l'a vu, on l'a dit, l'IA est accompagnée d'imaginaires collectifs qui peuvent générer résistance et voire même du sabotage, on l'a observé. Il faut donc installer un climat de confiance et de sécurité psychologique autour de ces transformations. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Enfin, clairement, on aura du tiraillement dans les équipes. Et ce climat de confiance est au service de la coopération et de l'innovation qui deviennent essentielles aujourd'hui à la survie des entreprises dans un contexte qui est de plus en plus concurrentiel.
Qu'est-ce qu'on a identifié d'autre comme Je le disais tout à l'heure, l'illusion de savoir. Donc que les managers ou ceux qui utilisent l'IA ne perdent pas cette appropriation que ce qu'ils réfléchissent ou disent leur échappe. Donc ça, c'est vraiment important. Ça, c'est un des enjeux forts. Et puis un autre, c'est l'esprit critique. L'esprit critique, c'est aussi de se dire que le prompt que j'envoie et la réponse que j'obtiens, c'est de pouvoir la challenger, tenter d'y mettre une contradiction pour que finalement, et c'est ce qui nous qualifie chez l'espèce humaine, c'est nos grandes contradictions, c'est d'avoir cet esprit-là qui permette à ce que je me réapproprie une connaissance qui m'échappe de manière à la challenger. Donc, voilà. Donc ça, c'est un des enjeux forts, c'est l'esprit critique. Et puis l'humanisation, libérer du temps pour la relation. Et également aussi, c'est de maintenir le système de valeurs, c'est-à-dire sous-tendu par la confiance, comme tu l'as dit. Donc ces enjeux-là, ils sont importants pour que l'esprit managérial, tout ce qu'on a pu glaner au fur et à mesure de ces interviews, puisse maintenir le système dans une volonté d'agir ensemble, d'être coopératif, puisque agir ensemble, coopérer, produit de la confiance. La confiance, c'est aussi un des gages de la performance. La transformation des métiers et des compétences, j'en parlais au départ. Donc effectivement, avec l'IA, ce sont des métiers qui se recomposent, des savoir-faire qui évoluent. Il faut évidemment prendre en compte aussi qu'on a des salariés qui se posent la question de savoir quelle sera leur place demain, et cette question est légitime. Et alors, il faut bien sûr accompagner la montée en compétences, mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, ce qu'on a beaucoup entendu, c'est qu'il faut valoriser ce que l'humain sait faire et que la machine ne peut et ne pourra jamais faire. La relation, la créativité, l'esprit critique, l'empathie, l'intelligence émotionnelle, toutes ces compétences humaines différenciantes, il faut en fait finalement plus les développer pour mieux collaborer avec l'IA. Je vais vous donner un exemple. Voilà, moi, je faisais partie d'un groupe qui est un grand groupe historique, à connotation quand même hiérarchique, même si on essaye d'en sortir au fil des années. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises quand même qui sont extrêmement hiérarchiques. Et dans ces groupes-là, dans ces grands groupes historiques, souvent, l'esprit critique n'est pas forcément ce qui a été le plus développé, parce que dans une entreprise hiérarchique, c'est hiérarchique. Donc et aujourd'hui, on prend conscience, et beaucoup de groupes prennent conscience, qu'il faut développer cet esprit critique-là, parce que sans lui, on ne saura pas vivre en fait avec l'IA, tout simplement. Donc il y a des compétences humaines différenciantes qu'il va falloir valoriser. Bien sûr qu'il faut former à de nouvelles missions, à de nouvelles fonctions pour mieux collaborer avec l'IA, mais ce qui fait la vraie différence, c'est cette capacité à générer du sens, à collaborer, à innover en lien avec l'IA. Tout à fait juste. Tu es d'accord avec moi? L'éthique et les valeurs, en fait, il y a une attente forte des collaborateurs, mais pas seulement, des partenaires aussi et des clients, que l'intégration de l'IA se fasse en cohérence avec les valeurs de l'entreprise et les valeurs de la société. Sans cette cohérence, quel que soit le projet, l'IA sera source de défiance. Et avec cette cohérence, au contraire, finalement, ça peut renforcer l'attractivité employeur, renforcer le sentiment d'appartenance et voire même générer de la satisfaction client. Donc, l'intégration de l'IA n'est pas qu'un sujet d'efficacité, c'est aussi un sujet de crédibilité, de confiance et bien sûr d'éthique. Là, on ne rentre pas dans le détail de la conformité, on rentre un peu plus dans ce détail-là dans le livre, mais il y a des enjeux très forts d'éthique et de conformité. On parle un peu d'AI. On parle un peu d'AI, effectivement. Ce qui nous paraissait important, c'est de mettre le travail en discussion. C'est-à-dire qu'on s'est dit, finalement, comment les personnes se positionnent avec leur travail. Et l'approche appréciative a cette vocation, comme je le disais tout à l'heure, c'est de mettre le travail en discussion aux endroits où ça marche, où ça fonctionne, pour que les personnes expriment ce qu'elles font qui réussit. Parce que ce n'est pas tout à fait évident. On est plutôt agile, comme on le dit, pour comprendre ce qui ne marche pas quand je fais une tâche ou une activité dont je ne suis pas satisfait. Mais l'inverse, c'est plus compliqué.
Et donc, les principes de la démarche appréciative, et ce qu'on a expérimenté, qui nous a donné l'objet de ce livre, c'est qu'on s'est dit, on a eu des sites pilotes, c'est qu'on a proposé à des collectifs de se réunir et de raconter des situations dans lesquelles ils ont eu à intégrer une innovation, produire un changement notoire qui modifie ou bouleverse leurs habitudes, être dans des technologies nouvelles. Et on leur a proposé ensemble de raconter comment ils ont vécu ça, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a fonctionné. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est dit, ça vaut le coup quand même qu'on puisse écrire sur ce qu'on a observé. Et dans les principes de l'approche appréciative, c'est qu'il y a forcément des choses qui réussissent et les personnes ont été surprises de se dire, mais quand même, j'ai eu peur quand on a introduit un CRM ou SAP qui a mobilisé ou qui a modifié ma manière de fonctionner avec les clients. Et d'un autre côté, ils ont pu observer ils ont réussi, ils ont mis en place des choses. Et c'est ça l'enjeu de la démarche appréciative, un des principes, c'est faire en sorte de mettre en évidence nos réussites, nos forces, nos atouts dans une situation instable, dans une situation peut-être que je peux imaginer anxiogène, dans laquelle le doute peut arriver, c'est-à-dire vais-je être utile, est-ce que je vais être compétent, est-ce qu'on aura encore besoin de moi? Et ça, ce sont les questions qui ont pu être générées par une introduction de l'IA. Une introduction, on allait dire, un peu sauvage, c'est-à-dire sans cadre. Et donc la démarche, c'est ça a été d'expérimenter, donc ils étaient une quinzaine, une vingtaine de personnes, et finalement, on leur a proposé, à partir de leur réussite et de raconter des situations dans lesquelles ils ont dû s'adapter à une situation nouvelle qui modifiait leurs tâches, leurs activités, d'émettre des souhaits. Parce que la démarche appréciative, c'est finalement, dans le process qu'on a expérimenté, d'aller tirer chez ces collectifs des idées d'action, des idées qui leur permettent de dépasser une situation. Et donc, quand on demande à des collectifs, à partir de leur réussite, d'émettre des idées, des souhaits pour absorber une innovation, une créativité, eh bien, il y a l'appropriation. On oublie que l'appropriation, ça a donné propriété. C'est me rendre propriétaire de ça. Propriétaire, c'est donc plus locataire. C'est bien une différence. Et donc le principe, c'est ça, c'était dans cette intégration nouvelle, de rassurer, alors c'est pas à nous de rassurer, c'est ce qu'on s'est dit aux dirigeants, aux managers qui ont expérimenté, tentez pas de rassurer, vous savez, c'est comme certaines personnes disent, surtout ne vous inquiétez pas. Alors là, déjà, mais plutôt de faire parler le narratif. Et le narratif, c'est me raconter dans une situation, ça augmente la qualité du sens. Le sens se construit dans qui je suis et dans ce que je fais. Ce n'est pas quelque chose qu'on livre le sens. Et donc ça, c'est un des principes de la démarche. C'est 1, parler du travail quand ça marche, quand ça fonctionne. 2, de se dire que dans une réussite, je me suis accompli, donc je mets à jour mes compétences, mes capacités d'agir, et je peux même être surpris de ce que j'ai mis en œuvre, dont je ne pouvais même pas imaginer. 3, c'est aussi un des principes, c'est qu'est-ce qui vous a animé et satisfait. C'est-à-dire qu'on a une question dans la démarche appréciative. Inquiry veut dire exploration, donc questionner. C'est de leur demander qu'est-ce qui vous a animé, qu'est-ce qui vous a satisfait, qu'est-ce qui vous a plu. Oui, c'est finalement ces questions-là qui vont chercher chez nous les mécanismes de motivation, de plaisir, de satisfaction qui sont quand même très utiles dans notre travail. Et ça nous a permis d'obtenir un outil de pilotage très efficace dans l'intégration de l'IA. C'est que les dirigeants se sont dit, mais oui, si les personnes ont été satisfaites et j'ai un ensemble d'éléments qui me permettent de savoir sur quoi, ça me permet de produire un peu en douceur cette nouvelle technologie qui peut bouleverser un collectif. Donc voilà les grands principes de la démarche. Et puis aussi, il y a un autre principe c'est d'imaginer un futur. C'est-à-dire qu'on imagine un futur, quand il est bâti sur une réussite, il est beaucoup moins anxiogène. Même, c'est le principe d'anticipation, comme on dit. Anticiper, c'est produire une image mentale à partir d'une réussite. Ça produit un peu plus d'optimisme que d'anxiété sur qu'est-ce qui va se passer chez moi, où vais-je être, avec qui, est-ce que je vais être utile, serais-je compétent. Ça, c'est les questions existentielles. Quand on parle de frein au changement, ça ne vous a pas échappé, ou de résistance, c'est qu'on ne résiste qu'à quelque chose qu'on ne connaît pas, dont c'est pas clair, on ne sait pas. Et c'est ça la résistance. Et je trouve que si je vous emmène faire une balade en montagne,
très rapidement, vous me demandez où on va, Jean-Christophe. Je dis, mais non, t'inquiète, on y va, suis-moi. Vous me faites confiance au début, forcément. Pas du tout. Hein, moi, je te fais pas confiance. tu peux quand même, on se connaît. Mais à un moment donné, vous allez, mais tu peux me dire où on va? Et c'est ça, en fait, qu'on a tenté de mettre à jour, c'est de faire en sorte que les projets de transformation, qui sont du langage, qui peuvent générer de l'anxiété, hein, même transformer, hein, et même la transfo, hein, j'ai vu la vidéo avant, c'est de passer d'une image floue à quelque chose dont je peux me projeter parce qu'elle parle de moi dans un futur désirable et souhaitable. Voilà peut-être se dire quelques mots sur d'où vient l'appreciative inquiry, parce qu'on ne l'a pas inventé. Non. Alors oui, l'origine de cette approche, c'est une approche, je vais faire rapide parce que le temps passe, une approche universitaire où des enseignants ont découvert dans une clinique, dans un hôpital à Cleveland, qu'ils ont diagnostiqué pour faire une thèse en sociologie des organisations. Et le diagnostic, donc qu'est-ce qu'un diagnostic? C'est interroger les relations, les coopérations, l'efficacité, la performance, l'efficience, enfin tout ce que vous connaissez bien. Et il s'est avéré qu'en fait, les personnes interrogées, médecins, chirurgiens, anesthésistes, tout le personnel qu'on peut retrouver dans un hôpital, ont remonté des situations qui marchaient, qui fonctionnaient. Il y avait de la coopération. Et nos étudiants qui faisaient cette étude ont été surpris de voir que les gens répondaient « c'est pas mal, ça se passe bien ». Et le professeur qui encadrait la thèse de cet étudiant leur a dit « c'est bien de savoir ça, mais il y a peut-être une autre question qui peut être intéressante, c'est savoir pourquoi ». C'est-à-dire, vous savez, le pourquoi ça marche. On est tellement habitué du pourquoi ça marche pas, pourquoi tu as des mauvaises notes, mais quand il y a une bonne note, on ne va pas chercher la question du pourquoi. On dit c'est normal, c'est évident, tu étudies, tu travailles. Donc, alors qu'en fin de compte, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que le pourquoi, donc la cause, peut être aussi intéressante sur la cause du problème que la cause d'une réussite. C'est comprendre les mécanismes qu'on met en œuvre quand ça fonctionne, quand ça réussit. Ce qui n'est pas tout à fait notre culture non plus. Voilà, après, et puis effectivement en France, on l'a introduit il y a à peu près 21-22 ans, dans un pays critique, négatif et pessimiste. On s'est dit, oula, est-ce que ça va marcher d'interroger des collectifs pour leur demander ce qui marche, ce qui fonctionne? Finalement, la SNCF s'est formée à la démarche. Finalement, ça marche. Finalement, ça marche. Donc, en imposant l'IA sans dialogue, sans conversation, on génère potentiellement des peurs et des résistances. En l'abordant avec une démarche appréciative, on peut en faire un levier d'intelligence humaine augmenté. Oui, tout à fait. Ce que je vous propose peut-être, c'est de vous montrer un peu. Tu veux tout de suite tester ? Peut-être juste expliciter, parce que dans le livre, on a créé un guide d'entretien, justement pour vous aider à l'introduire au sein de vos équipes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être expérimenter la phase découverte sous vos yeux, simplement pour que vous puissiez concrètement comprendre pourquoi ces questions sont puissantes. Oui, on a créé un protocole qu'on a tiré d'une expérience qui est dans le livre. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être de te poser les questions rapidement, que tu puisses nous dire en quoi ces questions sont puissantes, et on pourrait vous faire tester, si vous en êtes d'accord. Et donc, on commence. Jean-Christophe, raconte-moi un moment où, finalement, tu as vécu une intégration d'une innovation ou une technologie avec succès. Cette première question, c'est une question qui invite à une narration. Donc la question est de faire en sorte que la personne se livre, raconte, pour qu'elle puisse non pas partir de concepts, mais plutôt d'une histoire vraie. Donc le pouvoir de la narration, c'est une approche narrative d'ailleurs, on pourrait même dire que c'est du storytelling, fait qu'en sorte une personne raconte une histoire, mais quand on est en groupe, on a plein d'histoires. Donc ça vraiment, la question qu'on nomme puissante ou marquante va chercher non pas de l'imaginaire, mais du réel, c'est-à-dire une réalité que j'ai vécue, que je raconte. Et je la réactive en la racontant. Effectivement, ce qui est intéressant en neurosciences, on l'a vu, puisqu'il y a une mémoire autobiographique, puisqu'on a travaillé avec l'Institut du cerveau à la Salpêtrière, qui nous a dit, mais quand les personnes racontent une histoire, il y a un mécanisme qui se crée, c'est que ça crée de l'ocytocine, c'est-à-dire l'hormone de l'attachement et de la gratitude, mais en plus, avec le neurone miroir, les gens coopèrent davantage.
Et donc, effectivement, les histoires connectent. C'est assez incroyable. Il y a des études aux États-Unis qui nous disent que nos cerveaux ont besoin d'histoires. Donc voilà, ça, ce mécanisme-là, il a été en plus démontré scientifiquement, enfin si je peux m'exprimer comme ça. Et la deuxième question pour toi, qu'est-ce qui faisait que ça marchait si bien? Alors, qu'est-ce qui fait que ça a marché? Qu'est-ce que j'ai mis en œuvre? Par quoi je suis passé pour réussir? Là, on a une question qui est une forme d'analyse. C'est-à-dire, si j'ai réussi, mais oui, quand on réussit quelque chose, on ne se pose pas la question comment. On fait. Ben là, justement, on se met un peu, on met le collectif en mode explorateur de lui-même, chercheur. Vous vous mettez sur la paillasse, vous racontez vos histoires et après vous tentez de comprendre par quoi vous êtes passé. Mais là, on va avoir plein de réponses à cette question, voilà, qui mettent en œuvre les mécanismes de succès comportementaux, les attitudes, les compétences, les forces, les ressources. Et toi, quel rôle y as-tu joué personnellement? Donc là, on invite une personne à être un peu le héros de son histoire. Ouais, c'est un peu comme le voyage du héros. C'est moi dans mon œuvre. Ce qu'on dit, c'est que les personnes ne disent pas, elles se disent. Elles n'expliquent pas, elles s'expliquent. Et ça fait une différence. On a eu des expériences assez incroyables, notamment à l'SNCF ou NJ, où en fait les directeurs se sont aperçus de toutes les histoires, notamment lors d'intégration de nouvelles technologies. Et puis finalement, la dernière question, qu'est-ce que tout ça dit de vous en tant qu'équipe? Eh bien, effectivement, à partir de toutes ces histoires, on demande à des collectifs d'exprimer leur impression sur ce qu'ils ont vécu, et puis de mettre à jour aussi sur leur capacité à avoir pu intégrer une nouvelle technologie, à se dire que finalement, le futur, on peut s'en rendre un peu acteur. C'est ça que ça dit, c'est mettre en évidence le pilier, le socle positif de cette équipe, en vue d'une intégration d'un outil qui peut modifier ma relation avec le travail. Alors, je remets ma casquette d'ingénieur pour ceux qui s'inquiètent un peu. C'est une méthode qui est ultra structurée et qui aboutit à un plan d'action quand même, je vous rassure. Je fais beaucoup de Lean Six Sigma et le Lean Six Sigma, effectivement, c'est une méthode qui est très structurée et à la fin, on a un plan d'action qui nous permet de résoudre le problème. Là, la différence, c'est que finalement, plutôt que d'aller chercher les causes du problème, on va chercher les causes de la réussite. Mais après, on déroule une méthode qui est tout à fait structurée et qui nous amène jusqu'au plan d'action. On n'a pas le temps de vous l'énumérer. On n'a pas le temps de tout faire ici. On aura d'acheter le livre, en fait. C'est ça. Et du coup, on fait tester quand même. Ouais. Ça peut être sympa. Et donc, tu veux... Non, je te laisse, là. Tu me laisses faire. D'accord. Bon. C'est très coopératif. Et c'est toi qui as l'habitude de faire tester. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous êtes un peu éloignés les uns des autres. Mais l'idée, c'est de se mettre en binôme. Et peut-être il nous reste combien de temps? Oui, parce que nous, on est partis, mais il reste 10 minutes. Ah oui. OK. Il reste 10 minutes. On peut faire ça en 3-4 minutes. Ouais. L'expérimentation. Et puis après, il y a les questions éventuelles. Et après, il y aura des questions. Donc, si vous voulez vous mettre en binôme avec votre voisine ou votre voisin, ça vous permettra de faire connaissance. Et je vais vous poser la première question de la démarche appréciative. Raconte-moi une situation durant laquelle vous avez vécu une intégration technologique qui a pu déstabiliser les habitudes et dans laquelle vous avez réussi à transformer ces peurs en confiance. Vous avez 3-4 minutes pour échanger en binôme. Qui va oser le faire? Je répète la question. Raconte-moi une situation durant laquelle vous avez vécu une intégration technologique qui a pu déstabiliser les habitudes et dans laquelle vous avez réussi à transformer ces peurs en confiance. C'est marrant, les conversations se lancent spontanément. Alors, il y en a qui sont tout seuls, là-bas, je les vois. Hein. C'est plus compliqué. Non, mais ne me prends pas en photo. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que
Et ça, on peut peut-être le partager, c'est que quand on lance comme ça des conversations appréciatives dans des collectifs, ça met toujours un petit peu de temps, c'est-à-dire qu'il y a du frémissement au départ. Les gens se posent la question de savoir ce qu'on leur veut vraiment, parce que quelque part, poser des questions appréciatives, c'est pas très courant. Et puis finalement, il y a un petit démarrage, comme je l'entends là, et puis les gens discutent spontanément, parce qu'ils parlent d'eux-mêmes, en fait. Ils parlent d'eux, de leurs expériences, de ce qu'ils ont vécu, de ce que ça a généré en eux. Et c'est cette puissance-là, finalement, cette énergie-là, qui donne l'élan pour construire quelque chose ensemble. Bon, on vous cueille un peu à chaud là. Vous voyez, c'est le type de question qui génère la relation. Qui génère la relation, exactement. Ouais. Donc à quoi ressemblera finalement le manager ou la manager légitime demain? Donc ce ne sera plus celui ou celle qui détient toute la connaissance, parce que ça, les machines le font déjà mieux que nous, mais peut-être que le ou la manager légitime de demain, ce sera celui ou celle qui sait poser les questions, sait révéler les forces de son collectif. Peut-être que ce sera celui ou celle qui sait donner du sens et projeter un horizon partagé. Donc l'art de manager avec l'IA, Jean-Christophe, je me dis que c'est finalement peut-être le fait de faire de l'intelligence artificielle un levier d'intelligence humaine augmentée. Bon, voilà, c'était juste pour que vous testiez, parce que le temps nous est compté. Peut-être à voir si nous, on vous a livré nos expériences, nos recherches. C'est le début, parce que peut-être que le bouquin va évoluer aussi dans les temps à venir. Peut-être s'il y a des questions, des remarques, des commentaires. Des envies de partager. Des désaccords féconds. Des envies de partager. En faisant cet exercice de réfléchir à une innovation technologique qui nous a apporté des choses positives, je trouve que nous, on s'est mis en trio, c'était assez compliqué. Et c'est là où le shift est compliqué à prendre, parce que ces innovations technologiques, elles amènent aussi un lot d'irritants. Et comment réussir à faire ce shift avec l'AI, mais on pose la question, mais même en posant la question, moi-même, j'arrive pas à en sortir des mécanismes de force ou de succès, mais plutôt j'ai les irritants qui restent en tête. Voilà ma question. Alors moi j'ai ma réponse expérimentale et je te laisserai répondre, Jean-Christophe. On n'a pas dit que c'était simple. Au contraire, c'est très compliqué parce qu'on a un biais négatif qui est extrêmement ancré. D'ailleurs, que ce soit sur l'innovation technologique ou sur tout un tas d'autres sujets. Moi, je vous donne un exemple personnel. J'ai des adolescentes à la maison. J'essaye de faire de l'AI, mais parfois, c'est extrêmement compliqué de trouver l'expérience positive, justement. Mais on le fait parce que, justement, c'est la puissance de la méthode. C'est que ça nous force à contrer notre propre biais négatif. Donc, on va peut-être trouver une petite expérience positive sur laquelle on va aller générer un récit et on va aller chercher ce qui a fait que cette expérience, aussi petite soit-elle, était positive. Et donc, effectivement, ce n'est pas simple. Et le mot « shift » que vous utilisez, il est intéressant. C'est un vrai shift. Il y a aussi une autre chose, c'est que quand vous dites qu'est-ce qui s'est bien passé lors d'une intégration d'une nouvelle technologie, racontez. En fait, ça ne peut pas inviter à la narration. Parce que c'est trop vaste. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Quand vous dites chez vous, alors ta journée s'est bien passée, c'est une question neutre. Majoritairement, le biais de négativité et votre cerveau va repérer les éléments, bah oui, comme d'hab, quoi. Enfin, voyez. Par contre, si on dit raconte-moi une toute petite histoire. Donc une histoire, c'est un début, c'est une fin. Donc pour le cerveau, c'est bien parce que ça circonscrit. Ça l'amène à aller à l'essentiel. Et c'est là l'approche. L'approche appréciative, c'est une approche narrative. Donc, on demande à raconter
une situation, une anecdote, un projet, une histoire, une expérience. Parfois même, quand il y a des difficultés, on dit racontez une anecdote toute simple, toute petite, d'un moment où vous avez eu à gérer telle chose, telle difficulté. Vous voyez, ça répond à votre question. Par contre, comme tu le dis, comme nous n'avons pas l'habitude de ce type de questions, et ça c'est une expérience depuis 20 ans, c'est que raconter une expérience, réussi. C'est ça le fait de surprise, on parle de rapport d'étonnement, c'est qu'on a tellement peu appris, même à l'école, à ce qu'on nous pose ce type de questions en nous disant « raconte-moi comment tu as réussi ce contrôle de maths ». On va te dire « pourquoi tu as foiré ton contrôle de maths ». Et donc c'est ça qui nous invite dans l'IA à ce que l'AI fasse en sorte qu'on n'oublie pas ce qui nous anime le plus profondément, c'est notre côté récit. On est des êtres de récit, on ne pourra pas nous empêcher ça. Donc si la question neutre empêche de raconter une histoire, vous allez avoir ce qui va remonter les irritants. Quand vous allez dans la vie de tous les jours, vous vous posez des questions dès qu'il y a quelque chose qui est insatisfaisant dans votre vie. Le couple, la voiture, le patron, les enfants, le magasin qui est fermé. Mais quand tout ça marche et fonctionne, on ne se pose pas la question pourquoi. On vit. Donc l'idée, c'est un peu parfois se surprendre que ma vie n'est pas un automatisme. Comme on conduit une voiture, on ne se pose pas la question, je passe la première, j'appuie sur l'embrayage, c'est automatique. Donc c'est en fait... C'est sortir des automatismes. C'est tenter de temps en temps de sortir de ces automatismes. Oui. Merci d'avoir été présent et d'être resté. Merci.